Bonjour à tous. En novembre 2014 éclatait les LuxLeaks, un scandale financier de grande ampleur portant sur des centaines d'accords fiscaux passés entre le fisc luxembourgeois et des multinationales comme Apple ou Amazon, mettant en évidence les mécanismes d'optimisation fiscale à grande échelle permettant à ces multinationales de s'enrichir au détriment du bien commun. À l'origine de ces révélations, Antoine Deltour, un ancien salarié auprès de PricewaterhouseCoopers, réseau d'entreprises spécialisées dans les missions d'audit et de conseil aux entreprises. Lors de sa démission, en octobre 2010, Antoine emporte avec lui des documents confidentiels qui permettront de mettre à jour ces petits arrangements entre amis. Mais comble de l'affaire, c'est alors à Antoine Deltour d'être inquiété par la justice pour avoir publiquement dénoncé des pratiques inacceptables et il faudra attendre janvier 2018 pour qu'il soit relaxé et reconnu comme lanceur d'alerte. Nous avons rencontré Antoine Deltour en décembre dernier et avons pu échanger avec lui autour de la manière dont certaines firmes réussissent, avec la complicité des États, à échapper à leurs obligations envers la collectivité, ainsi que sur les pistes à creuser pour mettre fin à ces pratiques. Nous vous livrons donc cette interview. Bon visionnage, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune publication et bien sûr, à très vite. Bonjour Antoine Deltour. En novembre 2014, vous avez été à l'origine des LuxLeaks, des révélations sur les arrangements fiscaux entre le Luxembourg et certaines multinationales. Vous vous êtes retrouvé dans la situation où d'un côté, vous avez été félicité pour avoir partagé les documents incriminés. Vous avez même obtenu un prix du Parlement européen en 2015 pour ça. Mais dans le même temps, la justice vous a reproché d'avoir copié ces documents. Est-ce qu'il n'y a pas là une énorme contradiction et comment on ressent cette situation quand on y est confronté ? Effectivement, il y a un paradoxe très fort entre le fait d'avoir été reconnu lanceur d'alerte, c'est-à-dire que la justice luxembourgeoise a reconnu que j'étais un lanceur d'alerte au sens de la Cour européenne des droits de l'homme et m'a acquitté partiellement pour ça, et en reconnaissant l'intérêt public très fort de ces révélations, avec un certain nombre de répercussions, etc. Et malgré tout, je suis quand même condamné. Donc là, il y a effectivement un paradoxe fort et c'est l'un de mes moteurs pour continuer le combat judiciaire. Justement, on rappelle que vous risquiez 1,5 million d'euros d'amende et 5 ans de prison pour vol domestique, violation du secret professionnel. Vous avez au final été condamné à seulement 1 500 euros d'amende et 6 mois de prison avec sursis en appel. Pourtant, vous avez décidé de vous pourvoir en cassation et il semble que vous avez pour projet d'aller devant la Cour européenne des droits de l'homme si nécessaire. Qu'est-ce qui vous motive à continuer le combat et qu'est-ce que vous espérez de la justice luxembourgeoise et européenne ? Alors c'est vrai que la peine relativement clémente dont j'ai bénéficié, on va peut-être pas exagérer non plus dans le vocabulaire, mais voilà, j'ai été condamné à une peine relativement clémente en appel qui aurait rendu satisfaisant le fait de s'en tenir à ça et de s'arrêter à l'appel. Et malgré tout, j'ai souhaité continuer le combat judiciaire en allant en cassation. Et en ayant à l'esprit que ce n'est qu'une étape, parce que soit ça me refait retourner en cour d'appel, soit ça m'ouvre la porte vers la Cour européenne des droits de l'homme, et avec pour motivation cette incohérence entre la reconnaissance de l'intérêt public des révélations et une condamnation malgré tout, même symbolique, mais qui reste une condamnation. C'est-à-dire que je suis coupable de ce que j'ai fait. Alors c'est très contradictoire avec tout ce que j'entends, notamment sur un salon des lanceurs d'alerte, quoi. Et par ailleurs, moi, aussi c'est une question de principe. Alors pour préciser le cadre de protection des lanceurs d'alerte, la jurisprudence sur la Cour européenne des droits de l'homme, qui est un peu dévoyée, qui est déformée par la justice luxembourgeoise. Donc là, je pense que c'est un combat qui peut avoir une dimension collective de préciser ce cadre-là, mais aussi, je le reconnais, pour ma personne. C'est-à-dire que moi, je me sens pas jugé de manière satisfaisante. Enfin, j'accepte pas cette condamnation parce que pour l'instant, je suis jugé sur des faits qui ne correspondent pas à la réalité et c'est quand même très fâcheux. Enfin, on ressent forcément un sentiment d'injustice très fort. Et puis par ailleurs, même en retenant cette version des faits très déformée qu'a retenue la justice luxembourgeoise, l'application de la jurisprudence actuelle devrait conduire à mon acquittement. Et là, la justice, pour l'instant, a essayé de déformer cette jurisprudence. Et là, c'est quand même un combat qui me tient à cœur. Après, qui est un combat très juridique que je connaissais pas ces jurisprudences avant de lancer l'alerte. Mais voilà, maintenant que je sais qu'il y a un cadre protecteur, autant chercher à l'appliquer pleinement plutôt que à le laisser s'effriter par des justices, des tribunaux nationaux qui n'ont pas l'air très favorables aux lanceurs d'alerte.
Et du coup, à ce sujet, est-ce que vous avez connaissance d'évolution du statut des lanceurs d'alerte depuis novembre 2014, date des révélations du Luxembourg? Alors, depuis 2014, donc il y avait déjà une loi protectrice des lanceurs d'alerte au Luxembourg, ce qui peut sembler paradoxal et qui était même plutôt cité en exemple par des ONG comme Transparency International. Et effectivement, moi je suis pas juriste, mais cette loi était quand même, avait des aspects exemplaires, mais en tout cas était insuffisante pour protéger un lanceur d'alerte dans ma situation. Et après, par la suite, il y a dans le contexte national la loi Sapin 2, qui est quand même très importante puisque dans le contexte français, elle a permis de mettre fin à des dispositifs morcelés, incomplets, incohérents, en créant un cadre protecteur global, une définition globale du lanceur d'alerte, alors qui contient encore beaucoup d'insuffisances, d'incohérences. On peut y revenir, il y a beaucoup de critiques à lui faire, mais en tout cas, c'est quand même déjà une grande avancée dans le contexte national. Et maintenant, il me semble que maintenant, fin 2017 et pour 2018, l'actualité, elle est surtout au niveau européen. Puisque le Parlement européen pousse très fort en faveur d'une directive en faveur des lanceurs d'alerte. Ça a même été présenté comme une contrepartie à la directive protégeant en protégeant les secrets des affaires. Donc pour l'instant, on a déjà cette directive qui protège les secrets des affaires. Maintenant, on aimerait bien aussi protéger les lanceurs d'alerte. Et en tout cas, la Commission européenne a besoin actuellement, vraiment, en ce moment, ces semaines actuelles, de beaucoup de pression en ce sens, parce qu'on sent qu'il y a quand même une grosse timidité malgré les gros encouragements envoyés par le Parlement européen, qui a quand même adopté une résolution beaucoup plus ambitieuse que ce qui était en débat jusque-là. On a pu suivre vos déboires judiciaires. Dans le même temps, les personnes ou entreprises qu'accusent les documents que vous avez révélés ne semblent pas réellement inquiétées. Quel est votre ressenti par rapport à ça ? Alors c'est vrai que sur les questions fiscales, c'est un sujet très complexe, et en tout cas si on regarde de loin sans rentrer dans le détail, c'est évidemment que les choses n'ont pas fondamentalement changé. Il y a encore de l'optimisation fiscale agressive en Europe, on peut pas dire le contraire. Donc c'est vrai on a vu qu'il y a encore eu des scandales postérieurs, quoi. C'est loin d'être fini. Je veux dire, il y a encore eu les Panama Papers, les Paradise Papers, et il y en aura d'autres. Donc voilà, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais les LuxLeaks ont quand même apporté un certain nombre d'avancées concrètes, comme l'échange automatique d'informations sur les tax rulings, donc les documents confidentiels que j'ai copiés et confiés à un journaliste. Et donc auparavant, ça se faisait en toute confidentialité. Ce que faisait le Luxembourg dans son coin n'était pas connu des partenaires européens. Maintenant, il y a un échange automatique, donc c'est quand même un progrès. Et par ailleurs, les documents des LuxLeaks ont alimenté des enquêtes de la Commission européenne, qui pour certaines étaient initiées avant le scandale, mais en tout cas voilà, ces documents ont été utiles à la condamnation par exemple de Fiat au Luxembourg, de Starbucks aux Pays-Bas, et plus récemment il y a le tax ruling d'Amazon aussi au Luxembourg, en fait le paradoxe c'est que c'est le Luxembourg qui est condamné à demander de l'argent à Amazon, donc c'est 250 millions d'euros, et bon on se demande si ça doit bien revenir au Luxembourg et pas aux États lésés, mais bon c'est en tout cas c'est l'angle de vision de la Commission européenne qui juge les choses en fait sous l'angle du respect des règles de la concurrence. Depuis novembre 2014, vous l'avez dit, il y a eu les Panama Papers et plus récemment les Paradise Papers. On pense aussi à Apple qui a été condamné à 13 milliards d'arriérés d'impôts. Quel ressenti vous avez sur l'ampleur du phénomène ? Juste un mot là, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais Apple, il fait partie de ces cas jugés par la Commission européenne. Et ce qui est extraordinaire, c'est que de la même manière que pour Amazon, là c'est l'Irlande qui est condamnée à récolter 13 milliards auprès d'Apple, et l'Irlande dit j'en veux surtout pas parce que ça aurait pour effet de peut-être faire fuir d'autres multinationales si l'Irlande se mettait à taxer les entreprises présentes sur son territoire. C'est quand même extrêmement paradoxal, et on se dit que voilà, il y a quand même beaucoup de chemin à parcourir, et surtout moi c'est ce qui m'a vraiment était assez brutal pour moi, c'est les Paradise Papers, où on se rend compte que après les LuxLeaks, on a dit que ça allait relancer un certain nombre de projets tels que l'ACCIS, donc l'harmonisation fiscale pour l'impôt sur les sociétés, l'assiette commune consolidée. On avait parlé de relancer ces efforts en faveur de la justice fiscale, et on se rend compte que malgré tous ces efforts, y compris de l'OCDE avec le plan BEPS, on peut rentrer dans le détail, mais voilà, il y a eu beaucoup d'efforts faits, d'efforts politiques, et malgré tout, voilà, il y a après quelques années de mesures quand même assez ambitieuses, on arrive avec les Paradise Papers qui
voilà, qui montre que en fait il y a encore énormément à faire et bon, alors on s'en doutait, hein, comme avant les LuxLeaks, on savait que le Luxembourg faisait de l'optimisation fiscale, hein, mais permettait l'optimisation fiscale, mais là, moi, ce qui a changé avec les Paradise Papers, c'est que voilà, cette répétition de scandales conduit à la réflexion à la question est-ce que ce système est régulable? Et là-dessus, moi, j'en arrive vraiment c'est une interrogation sincère. J'ai pas la réponse, mais voilà, je suis en faveur de réponses politiques, hein, par l'OCDE, par l'Union européenne, pour essayer de mettre un peu d'ordre dans ce système fiscal qui marche pas. Mais seulement c'est très très lent. Il y a beaucoup d'inertie, on voit que c'est insuffisant. Donc je pense que ça ne peut pas être suffisant. Et il y a du coup un besoin absolument nécessaire de développer des alternatives, c'est-à-dire essayer autant que possible de se passer de ces grands acteurs mondiaux dont on voit qu'on n'arrive pas à réguler les activités, quoi. Vous avez parlé de quelques mesures qui ont été prises ou proposées en tout cas à l'échelle française, luxembourgeoise et européenne. Vous avez parlé de l'assiette commune, il y a aussi le paquet transparence fiscale proposé par Moscovici. C'est parfois compliqué de démêler dans tout cela ce qui est sincère et réellement efficace. Est-ce qu'il y a des mesures que vous soutenez et est-ce que vous avez vous-même des idées pour remédier au problème ? Alors déjà sur la sincérité, on peut émettre des doutes. Moi, il y a quelque chose qui m'est apparu aussi dans la position du gouvernement luxembourgeois, par exemple, hein. Mais bon. Voilà, le problème de l'action européenne, c'est qu'il y a besoin d'unanimité sur les questions fiscales. Donc la position d'un État comme le Luxembourg est extrêmement importante parce que ça permet de tout bloquer. Et la réaction après LuxLeaks, c'est de dire maintenant on est en faveur de la transparence, on vient d'adopter la fin du secret bancaire et toutes les pratiques qui sont dénoncées dans les LuxLeaks, ça appartient au gouvernement antérieur, celui de Jean-Claude Juncker, et maintenant c'est du passé. Regardez, on fait des efforts. Et en fait là, depuis quelques mois, il y a quand même un revirement, hein, qui a été qualifié comme tel par la presse, notamment du fait que le Luxembourg a été lâché par son partenaire britannique, hein, à cause du Brexit, et du coup le Luxembourg se retrouve un peu à devoir lutter seul, ou en tout cas avec des fois des alliances de circonstances avec l'Irlande, Malte, pour bloquer un certain nombre de projets, et en tout cas on voit que le Luxembourg a une résistance très très forte, et il n'est pas tout seul, il y a aussi les Pays-Bas, et donc là je pense que dans un certain nombre d'avancées proposées, il y a en tout cas une mauvaise foi ou effectivement un manque de conviction de la part de certains États membres. Et après, moi, dans les mesures qui me paraissent les plus pertinentes, il y a évidemment la transparence, donc c'est-à-dire le reporting public par pays, donc qui obligerait les entreprises à publier des informations minimales sur leurs activités dans chaque pays où elles opèrent. Donc chiffre d'affaires, nombre d'employés, montant d'impôts payés. Et donc ça, c'est dans les tuyaux. Seulement, il y a des résistances. Et par exemple, on a accordé aux entreprises un droit à protéger des secrets commerciaux. Donc en fait, on a réussi à vider de sa substance cette mesure. Ça c'est qu'un exemple. Après, moi, une autre mesure qui me paraît très encourageante, c'est l'ACCIS, qui est l'harmonisation fiscale pour l'impôt sur les sociétés. Et en fait, c'est vrai que le dysfonctionnement du système fiscal vient du fait que c'est chaque État membre qui est souverain pour taxer les entreprises. Et donc, ça fait naître des incohérences très fortes, et ça permet aux entreprises de transférer facilement des bénéfices pour jouer du système et aller accentuer cette concurrence vers le moins-disant fiscal. Donc là, il y a besoin d'harmonisation, et ce projet ACCIS est une réponse en ce sens. Mais voilà, malheureusement, encore une fois, il y a aussi, on voit qu'il y a peut-être une mauvaise foi, ou en tout cas une volonté de pas aller trop loin, parce que pour l'instant, il y a plusieurs indices qui montrent que cette harmonisation, pour l'instant, se ferait au détriment des recettes fiscales. Parce qu'on va pas tout de suite faire la consolidation, on va faire que l'assiette commune, et en attendant, on va proposer une compensation aux entreprises, donc qui va permettre en gros de compenser les pertes et les profits d'un État à l'autre. Donc globalement, les contribuables européens perdraient en recettes fiscales à cause de cette mesure, ce qui est quand même pas trop l'objectif visé. Vos révélations ont mis en cause Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, qui à l'époque des faits était Premier ministre du Luxembourg. Est-ce vraiment rassurant de se dire que c'est ce genre de personne qui aujourd'hui prétend combattre la fraude fiscale en Europe ?
Moi déjà, c'est pas de la gêne parce que c'est un personnage puissant, hein, mais c'est juste que je pense que c'est pas une question de personne. Enfin, je veux dire que ce soit lui ou un autre, c'est les structures qui posent problème et c'est pas la personne. Et au contraire, j'ai tendance à penser que en tant qu'ancien Premier ministre du Luxembourg et ministre des Finances, donc dont on a vu la responsabilité dans les comment dire, le système fiscal luxembourgeois extrêmement accommodant qui a été révélé entre autres par les LuxLeaks, on a vu sa responsabilité et du coup il est dans une position où il y a énormément d'attentes envers lui et quelque part il est peut-être plus il est peut-être contraint d'aller plus loin que n'irait quelqu'un d'autre, quoi. Mais après, voilà, on a vu qu'il y a quand même énormément encore de chemin à parcourir au niveau de la Commission européenne. Suite aux Paradise Papers, le commissaire européen Pierre Moscovici semblait tomber des nues. Le ministre français Bruno Le Maire, lui, a qualifié l'optimisation fiscale d'atteinte à la démocratie. Pourtant, on voit aujourd'hui des politiques en œuvre visant à baisser les impôts des plus riches. Et les mêmes personnes nous expliquent que cet argent est investi dans l'économie réelle et profite à tous, alors que visiblement, il sert surtout à s'auto-alimenter. Est-ce que, en faisant passer le message que les prélèvements imposés aux riches sont négatifs pour l'économie, en supprimant par exemple l'impôt sur la fortune, ces politiques ne légitiment pas en réalité ce qu'ils prétendent combattre? Si, exact. Je partage totalement cette analyse. Il y a une contradiction très très forte dans ce discours. Et effectivement, alors faut que je redise cette analyse. Mais il y a quand même effectivement une hypocrisie totale et qu'on a déjà vécu aussi au moment des LuxLeaks. Où l'ensemble de la classe politique a faim de découvrir que le Luxembourg est un lieu d'optimisation fiscale. Bah non, tout le monde le savait. C'est juste qu'on n'avait peut-être pas tous les documents pour le prouver, mais c'était évidemment connu de tout le monde. Et là, à nouveau avec les Paradise Papers, oui, cette indignation est complètement feinte. Enfin, en tout cas, ça me paraît assez évident. Et du coup, oui, on peut pas prétendre à la fois lutter contre l'évasion fiscale en essayant de du coup plus taxer ces multinationales qui parviennent à échapper à l'impôt, tout en ayant la politique la plus accommodante possible parce que l'investissement privé est la clé de toute politique publique, quoi. Moi, c'est pas ma vision des choses. Au-delà du fait que la meilleure réponse à l'évasion fiscale est sans doute politique, il est à craindre que les choses ne changent pas dans l'immédiat. Dans ce contexte, que peut faire un citoyen au courant de ce genre de pratique? Vous avez une certaine expérience à la matière, quels conseils donneriez-vous à une personne confrontée aux mêmes problématiques que vous? Alors effectivement, moi je crois beaucoup en l'action politique, mais c'est plus par nécessité parce que je suis démocrate, quoi. Mais après effectivement, faut aussi en parallèle avoir d'autres moyens d'action parce qu'on voit que c'est très très lent et donc effectivement, si des salariés sont témoins de ce type de pratique, il faut en parler. Je veux dire, c'est un devoir de citoyenneté et ce qui est important, c'est de prendre conseil en amont pour pas faire d'erreurs, quoi. Faut pas se mettre en danger inutilement. Donc maintenant, il y a quand même des dispositifs légaux qui existent, des structures qui sont là pour aider les lanceurs d'alerte. Alors en France, il y a le défenseur des droits, il y a Transparency qui a fait un guide du lanceur d'alerte qui vient d'être mis à jour. Faut prendre conseil aussi auprès d'avocats. Hein, mais en tout cas, c'est important de pas se taire parce que sinon, c'est certain que les choses n'ont aucune chance de changer si on fait rien, quoi. Et après, pour un citoyen qui n'a pas accès à des informations d'utilité publique, je pense qu'on peut quand même agir. Je veux dire, donc le sens de la démocratie, c'est d'interpeller ces élus. Hein, ils sont là pour ça, donc faut leur mettre la pression, sinon forcément ils vont pas se bouger. Et en plus, je pense qu'il y a quand même des élus de bonne volonté et ils ont besoin de ce soutien de l'opinion. Et parallèlement, c'est en tant que consommateur, hein, parce qu'on est dans une économie de marché, de plus en plus l'espace public est réduit à ça, donc notre pouvoir s'exerce par la consommation et voilà, faut encourager autant que possible les alternatives à ces grandes multinationales dont on voit qu'elles ont des pratiques qui sont absolument intolérables. Dernière question, vous pointiez les limites de la loi Sapin 2. Quelles sont-elles exactement? Oui, alors la loi Sapin 2, je trouve que c'est quand même faut quand même dire que c'est une grande avancée. Enfin, c'est par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est beaucoup mieux et donc faut saluer ça. Après, c'est sûr que ce qui est très critiquable, c'est par exemple l'obligation qui est donnée aux lanceurs d'alerte de d'abord en référer à sa hiérarchie, de porter une alerte en interne. Donc on imagine très bien que ça peut présenter un certain nombre de difficultés en termes de maintien dans l'entreprise, de promotion, etc., ou même de serait-ce que d'ambiance au travail. Hein, je veux dire. Travailler avec des collègues qui pensent que vous êtes un sale délateur, c'est un peu compliqué, quoi. On l'imagine très bien. Et donc ça c'est une obligation qui me paraît un peu trop contraignante. Après, la loi Sapin 2 prévoit quand même, dans certains cas, donc en cas de préjudice imminent et irréversible,
ou très grave, enfin, je ne sais plus les termes exacts, mais en tout cas permet dans un certain nombre de cas restreints d'en référer directement en externe, donc aux médias. En tout cas, voilà, cette obligation d'en référer en interne, ça paraît quand même assez dangereux pour le lanceur d'alerte. Et après, on peut regretter aussi que le Conseil constitutionnel a censuré le dédommagement qui était prévu au lanceur d'alerte, en tout cas le soutien financier qui pouvait lui être apporté pour, par exemple, supporter des frais d'avocat. Donc ça, c'était prévu au départ, ça a été voté tel quel et le Conseil constitutionnel l'a censuré. T'as quelque chose à ajouter ou... Non, ça va, j'ai déjà beaucoup parlé, je sais pas si je fais des réponses très... C'est un peu soporifique. Non mais c'est technique en fait comme sujet, donc c'est compliqué de...